Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Maxime Claire, chef de projet financier chez Alta Profit. On arrive en fin d'année, c'est l'heure des bilans. Aujourd'hui, on revient sur l'année 2025 avec Lazard Frères Gestion. On vient de vivre une année assez mouvementée avec l'arrivée aux États-Unis de la présidence de Trump et son fameux Liberation Day en avril. En France, on a une instabilité politique chronique et pourtant 2025 s'annonce plutôt comme une bonne année sur les marchés financiers. Que faut-il retenir de cette année? Quelles ont été les performances de vos portefeuilles de gestion pilotée Lazard? Aujourd'hui, 2 économistes allocataires de Lazard Frères Gestion sont là pour répondre à vos questions. Colin Favre, le gérant historique. Bonjour Colin. Bonjour à tous. Et Thomas Planel, nouvellement arrivé dans l'équipe de gestion de Lazard. Bonjour Thomas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bien. Nous avons une économie américaine qui tient plutôt bon, une Europe qui semble avoir réglé ses problèmes d'inflation et quelques bons résultats d'entreprise. Conclusion, les marchés sont plutôt en hausse cette année, 16% aux États-Unis, petit 10% en France. Regardons ensemble cette année passée et allons voir comment s'est comportée la gestion pilotée Lazard Frères Gestion sur cette année. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons avec plaisir en fin de webinaire. Commençons avec Colin. Faisons le point sur la première économie mondiale, les États-Unis. Oui, alors aux États-Unis, comme tu l'as mentionné, il s'est passé beaucoup de choses et ça s'est très bien illustré par cet indice d'incertitude. Alors ça, c'est l'incertitude relative au commerce extérieur. On voit que cet indice s'envole au début de l'année. Ça correspond à ce fameux Liberation Day, jour choisi par la nouvelle administration et par Donald Trump pour annoncer ses tarifs douaniers, le montant des tarifs par pays. Et on voit qu'on a atteint un niveau d'inquiétude très important. Alors, quand on regarde cet indice d'incertitude, en fait, il ne se passe jamais rien historiquement. Ça s'est un peu agité entre 2017 et 2020. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est le premier mandat de Donald Trump avec une guerre commerciale déjà surtout engagée avec la Chine. Et là, on voit qu'on a atteint des niveaux records. C'est en train de se normaliser. Les investisseurs, les agents économiques apprennent à vivre avec cette incertitude et les choses sont en train de se standardiser. On voit sur la diapositive suivante que ces droits de douane réels s'établissent finalement à un niveau inférieur à ce qui est annoncé. Donc la courbe noire, c'est le calcul que l'on peut faire pour le droit de douane moyen appliqué à l'entrée du marché américain. On voit que ça s'est monté très fort quand la Chine et les États-Unis ont fait un peu une bataille de droits de douane. On était monté jusqu'à 145% du côté américain, 125% du côté chinois. Les esprits se sont un peu calmés et puis le droit de douane est en train de se stabiliser. Et on a une courbe turquoise qui est un cran en dessous, c'est-à-dire que quand on fait le calcul, quand on compare le calcul qu'on fait avec les droits de douane appliqués à chaque pays et les volumes du commerce avec ces pays, on arrive à un niveau supérieur à ce qu'on constate comme droit de douane réel appliqué à l'entrée des marchandises aux États-Unis. Et l'explication de ce décalage, c'est qu'il y a des effets de substitution. On va essayer d'importer d'un pays qui se voit appliquer un droit de douane inférieur plutôt que d'un pays qui se voit appliquer un droit de douane élevé. Et puis, il y a également des exemptions. On annonce un droit de douane de tant de pourcents pour un pays et puis on enlève les principales productions. Typiquement, c'était l'histoire des iPhones avec des droits de douane énormes appliqués aux pays asiatiques, mais on en avait sorti les biens électroniques et comme on importe surtout des biens électroniques des pays asiatiques. Voilà, c'est ce genre d'effet et c'est pour ça qu'on peut dire que la situation s'améliore. Ce qui est préoccupant aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi. Alors, on voit sur cette diapositive les créations d'emplois dans le secteur privé et on voit qu'on est sur une tendance au ralentissement. On est stabilisé vers zéro, donc on n'a pas un marché qui s'effondre. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la diapositive suivante. On a un marché finalement assez stable. Là, ce sont les nouvelles demandes d'allocation chômage, donc des gens qui ont perdu leur emploi et qui viennent toutes les semaines
demander à être inscrits au registre qui leur permet de bénéficier d'allocations de chômage. Et on voit qu'on a quelque chose de relativement stabilisé. Si on avait une dégradation brutale du marché de l'emploi, on aurait plutôt une courbe qui monterait dans la zone haute. Et il faut mentionner également les perturbations que l'on a connues ces dernières semaines, hein, en fait, entre le mois d'octobre et le début du mois de novembre, avec ce fameux shutdown. Le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, était arrivé au bout du budget qui avait été voté et a donc dû fermer un certain nombre d'administrations, arrêter de payer les fonctionnaires parce qu'il n'y avait plus de budget disponible pour le faire. Et on a eu l'interruption de la publication d'un certain nombre de statistiques, et ce qui a un peu rajouté de l'incertitude. Mais voilà, aux États-Unis, le message, c'est que la crise sur les droits de douane s'est apaisée. On a un ralentissement du marché du travail. Si on regarde les autres composantes de l'économie, on s'aperçoit qu'on a un investissement qui est essentiellement porté par la thématique de l'intelligence artificielle. Ça se traduit dans l'investissement en équipement informatique, dans l'investissement en propriété intellectuelle. Donc, on a des logiciels et autres biens intangibles. Mais le reste de l'investissement aux États-Unis, vous voyez, est stable, voire légèrement à la baisse. Donc, on retrouve vraiment cette thématique de l'intelligence artificielle, de la technologie qui porte l'économie américaine. Comment va l'Europe? Alors, en Europe, on a un schéma un peu plus favorable. Autant aux États-Unis, on voit plutôt l'économie ralentir, autant en Europe, on la voit accélérer. On illustre ça par ce premier graphique où on met en parallèle la croissance du PIB, la valeur ajoutée créée par l'économie européenne. C'est cette courbe turquoise qui est bien corrélée à une enquête que vous devez commencer à bien connaître, puisqu'on en parle à chaque fois que nous intervenons au cours de ces webinaires. Hein. Ce sont des enquêtes réalisées auprès des entreprises. Ça s'appelle les enquêtes PMI. Le PMI Composite, il interroge des entreprises à la fois dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Et on voit que cette enquête pointe vers une accélération de la croissance dans la zone euro, malgré la hausse des taxes douanières imposées aux exportateurs européens. En Europe, un facteur de soutien important, ce sont les montants disponibles pour être investis dans l'économie. Alors, premier pilier de cet investissement que l'on attend en hausse, c'est le plan Next Gen EU. C'est un plan qui avait été mis en place au moment de la crise du Covid pour permettre à l'économie européenne de surmonter ces phases de mise à l'arrêt, redémarrage, mise à l'arrêt. Et il y a encore des crédits importants qui n'ont pas été déboursés. Et ça représente, si on les ramène à l'économie de la zone euro, à peu près 1,6% du PIB qui reste à dépenser. Donc c'est important, et surtout que ça doit se faire sur un horizon relativement court, hein, puisque le plan a pour échéance la fin de l'année 2026. Donc voilà, ça va contribuer à soutenir l'économie européenne. Et puis, un deuxième plan d'investissement également important, qui est le plan de relance allemand, qui a été décidé à l'occasion de l'alternance politique qui a eu lieu au mois de février, et qui a donné lieu à une concertation entre les conservateurs qui ont gagné les élections et les sociodémocrates qui gouvernaient auparavant, et qui se sont entendus pour modifier la Constitution, permettre d'augmenter le déficit budgétaire allemand, et également voter un plan de dépenses en infrastructure. Et vous voyez, quand on compare la taille de l'investissement public prévu pour les années à venir, 26, 27, 28 et déjà 25, on est sur des montants bien supérieurs à ce qui prévalait en 2024. Donc, également des crédits qui vont être investis de la part de l'Allemagne dans l'économie européenne. Alors, la France, c'est quelque chose que tu as mentionné et qui a pu un peu inquiéter les investisseurs, avec cette instabilité politique qui est relativement nouvelle en France, avec la dissolution de l'Assemblée, et puis des gouvernements qui
gouvernent tant bien que mal, puisqu'ils n'ont pas de majorité, qui sont renouvelés, qui durent parfois très peu de temps. Et donc, voilà, ça a pu créer de l'inquiétude vis-à-vis de la France en tant qu'emprunteur, puisque la France est un emprunteur important sur les marchés financiers. La France est un pays qui a du déficit budgétaire et qui donc doit faire appel à l'épargne des investisseurs pour financer ce déficit budgétaire. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est ce qu'on a voulu représenter, c'est que finalement, quand on classe les pays sur l'axe horizontal avec leur niveau de notation, donc si on est tout à gauche et qu'on a la notation AAA, la notation de crédit AAA, c'est qu'on est considéré comme un émetteur qui a une probabilité très élevée de rembourser sa dette. Si on est tout à droite avec la notation triple B, on est un émetteur qui est dans la dernière notation investment grade. Après, on passe en high yield. Donc, il y a un risque un petit peu plus important qu'on ne rembourse pas sa dette parce qu'on a des finances un peu plus fragiles. Donc, ça, c'est le déplacement de gauche à droite. Et puis, quand on regarde l'échelle verticale, on regarde en fait le supplément de rendement que doit payer un État européen par rapport à l'État de référence, l'État le plus solide, qui est l'Allemagne, qui est la plus grosse économie de la zone, qui est l'État qui a une dette réduite par rapport à la taille de son économie et qui fait pratiquement pas de déficit budgétaire. On vient de dire que les Allemands vont faire un petit peu plus de déficit budgétaire, mais bon, on passerait de 0,35 à 0,70 en France ou aux États-Unis. On naviguait, parce qu'on va essayer quand même de réduire ce déficit budgétaire, mais on naviguait plutôt vers 5%. Donc, voilà. Et donc, sur cette échelle, c'est le supplément de rendement que doit payer un pays. Les pays qui sont bien notés, on leur demande peu de suppléments de rendement, et puis les pays moins bien notés, on leur demande moins de suppléments de rendement. Et ce qu'on voit, c'est que la France paye déjà un supplément de rendement important et qui finalement est un peu déjà exagéré par rapport à sa notation qui reflète sa solidité financière. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a plutôt eu un excès de pessimisme vis-à-vis de la France et que ça devrait se normaliser. Et donc voilà, la France a une dette importante, la France fait du déficit budgétaire, mais il y a quand même des plans qui sont engagés. C'est une problématique dont le monde politique a conscience et voilà, on ne se fait pas d'inquiétude particulière pour la France par rapport au reste de la zone euro. Maintenant, passons à la troisième grande zone économique mondiale, la Chine. Comment elle va, elle ? Alors, la Chine, c'est un pays qui a acquis un poids important dans l'économie mondiale et puis qui a apporté beaucoup de croissance à l'économie mondiale. Alors, la Chine a aussi été perturbée par ces droits de douane mis en place par Donald Trump. Et donc, je parlais de ce fameux taux de 145% qui a été atteint avant que les choses ne se calment et que la négociation soit engagée. Il y a eu plusieurs phases et dernièrement, il semblerait que les choses se soient calmées et notamment, on a eu des concessions en fait, d'une part comme de l'autre. Vous voyez que ce taux de droits de douane appliqué par les États-Unis à la Chine est finalement stabilisé à 20. On était plutôt à 10 au début, excusez-moi. Et du côté de la Chine, parce que la Chine a aussi des moyens de résister à ces mesures coercitives mises en place par Donald Trump. La Chine, qui avait pris des sanctions, qui avait arrêté d'acheter le soja des fermiers du Midwest américain, ce qui avait pas mal inquiété l'électorat de Donald Trump, a repris ses achats de produits agricoles, ou s'est engagé à les reprendre. Et puis également, la Chine avait décidé d'imposer un contrôle sur tous les appareils électroniques qui incorporaient un peu de terres rares chinoises. Alors la Chine, c'est le gros producteur de terres rares. Et quand on regarde le raffinage de ces terres rares, la Chine a encore une part de marché encore plus importante. Donc, c'était quelque chose, vraiment une mesure importante à même de perturber les échanges
de ces produits incorporant des terres rares et la Chine a suspendu ces mesures pour une période de 1 an et les États-Unis ont également suspendu leurs nouvelles taxes. Donc voilà, les relations se sont calmées de ce point de vue-là en Chine. La Chine a d'autres problèmes, c'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. La demande interne chinoise est faible. Alors, on a la courbe turquoise qui représente la consommation, les ventes de détail des Chinois. On voit que c'est mal orienté. On en attendait beaucoup en sortie de Covid. Les Chinois ont été bouclés chez eux pendant très longtemps et on pensait que le redémarrage de la consommation des Chinois allait porter l'économie chinoise et l'économie mondiale, puisqu'ils allaient nous acheter des voitures, du parfum, de l'alcool et que sais-je encore. Et finalement, ça n'a pas duré si longtemps et ce n'est pas très bien orienté. Et puis, si on regarde la courbe noire, on voit que si on regarde l'investissement, pour le coup, les choses vont franchement mal. Et dans l'investissement, en fait, ce qui va mal, surtout, c'est un problème maintenant ancien de l'économie chinoise, c'est l'investissement en immobilier. Si on regarde la diapositive suivante, on voit que l'économie chinoise s'en tirait pas trop mal grâce aux exportations. Alors, les exportations vers les États-Unis, la courbe du bas, la courbe noire, avait beaucoup baissé avec la mise en place de ces droits de douane. Par contre, la Chine avait compensé avec des exportations à destination des autres pays du monde. Mais on voit que ça s'oriente aussi vers la baisse et le ralentissement du commerce extérieur commence à se faire sentir au mois d'octobre. On vient de voir pas mal d'événements macroéconomiques. Maintenant, la réponse des marchés à tous ces événements. Voilà. Alors, on va commencer par quelque chose qui focalise en ce moment l'attention des investisseurs, c'est le comportement de la Banque centrale américaine. Donc, on voit, ça c'est l'évolution du taux directeur de la Banque centrale américaine. Donc, on voit qu'on était sur une zone basse, hein, on était vers 0. On a eu cette forte remontée des taux directeurs 2022-2023. On est passé de 0% de taux d'intérêt à 5,5% de taux d'intérêt, un mouvement très important dans son ampleur, et puis également, eu égard à la rapidité de ce mouvement, hein, ça s'est fait sur un intervalle de temps très court. Et puis ensuite, on a une banque centrale américaine qui a tardé à baisser ses taux directeurs par rapport, quand on compare aux autres banques centrales, hein, elle a mis du temps à baisser ses taux. Et puis, elle a marqué une pause, alors que les autres banques centrales continuaient de baisser leur taux directeur. Donc ça, c'est lié à l'inflation. Hein. Aux États-Unis, la Banque centrale a eu plus de mal que les autres banques centrales à reprendre le contrôle de l'inflation. Et d'ailleurs, on a toujours une inflation dans le secteur des services qui navigue plutôt vers 3% que 2%, qui serait le niveau avec lequel la Banque centrale serait contente. Et donc, voilà, pas mal d'incertitudes sur ce que va faire la Banque centrale américaine, qui est divisée entre donc, sa lutte contre l'inflation, elle doit ramener l'inflation vers cette cible de 2%, et puis son autre mandat qui est de soutenir l'emploi, et on a vu que l'emploi ralentissait aux États-Unis. On va probablement avoir une baisse au mois de décembre de 25 centimes, mais on ne sait pas trop ce que va faire la Banque centrale au cours de l'année 2026. Et au gré de l'évolution des anticipations des investisseurs, ça crée de la volatilité dans les marchés. Autre point important, le dollar. Donc le dollar s'était beaucoup renforcé en 2024. On a presque atteint la parité contre euro. Hein. On pouvait presque, avec $1, acheter €. Et puis le dollar s'est ensuite beaucoup affaibli avec le changement d'administration, l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. On est allé jusqu'à presque 1,18 et puis là, on est stabilisé, on navigue vers 1,17. Malgré cette baisse, donc de 1,03 à 1,17, donc maintenant il faut dépenser 1,17 $ pour s'acheter €. Donc, le dollar a perdu de son pouvoir d'achat. Malgré cette baisse du dollar, quand on regarde un peu ce graphe qui montre le taux de change
effectif réel. Alors, taux de change effectif réel, ça veut dire que c'est pas, vous voyez, c'est pas un 17, hein, c'est pas cette valeur-là. C'est parce que c'est un taux de change qui tient compte des parités de change contre l'euro, mais contre le yen, contre la livre britannique, etc. On fait une moyenne pondérée en tenant compte du volume des échanges avec chaque zone monétaire. Et puis, c'est réel aussi dans le sens où on corrige de la différence d'inflation. Mais néanmoins, on voit que ce qui donne une bonne direction de l'évolution de ce taux de change, c'est le compte courant. Donc, le compte courant américain est bien déficitaire. Ça veut dire que les Américains sortent plus de dollars qu'ils n'en rentrent dans leur économie. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui pèse sur la devise. Et on voit que la force de rappel, elle est plutôt à un affaiblissement du dollar dans les mois et les trimestres à venir. On a vu un peu ce qui se passait sur les marchés de taux, les marchés de change. Si on regarde ce qui se passe sur les marchés actions, ce graphe qui rapporte la valeur du marché des actions américain au PIB, donc à la création de richesse annuelle de l'économie américaine, on voit qu'on est sur des niveaux records. On paye très cher les actions américaines par rapport à la richesse qui est créée dans l'économie américaine. Donc, ça illustre bien qu'on a eu une euphorie des marchés qui a été portée par de la croissance de résultats, mais ça, c'est dans la croissance de l'économie, et aussi par de la croissance de valorisation, c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à payer plus cher la même chose. Voilà. Et on le voit également sur la diapositive suivante, où là, on essaye de vous faire visualiser la valorisation des différents marchés. Donc, à gauche, on a l'Eurostoxx, le marché des actions de la zone euro. Au centre, ensuite, un peu plus à droite, le S&P, donc les actions américaines, les actions japonaises, les actions émergentes. Le trait noir, c'est le niveau de valorisation moyen d'un marché. Donc, on voit que le trait noir du S&P, il est au-dessus du trait noir des autres marchés. Donc, de toute façon, dans l'absolu, on va payer plus cher les actions américaines que les actions des autres marchés en moyenne historique. Et puis, la barre grise, c'est la distribution historique des valorisations. Donc, quand on est tout en haut de cette barre grise, c'est le niveau de valorisation maximum atteint par un marché. Et puis, la barre bleue, c'est où on est aujourd'hui. Et vous voyez que sur le marché américain, on est sur le niveau le plus élevé qu'on n'a jamais connu en termes de multiples de prix par rapport aux résultats. Donc, on paye aujourd'hui, en moyenne, le marché américain 23 fois les résultats attendus pour les 12 années à venir. Alors, vous voyez que les autres marchés sont quand même beaucoup moins chers dans l'absolu et aussi par rapport à la distribution, à leur distribution historique. On est quand même dans des niveaux de valorisation historiquement élevés sur les autres marchés, mais c'est quand même plus raisonnable, que ce soit pour la zone euro, pour le TOPIX, donc les actions japonaises, et aussi pour les actions émergentes, même si les marchés émergents sont quand même aussi un peu chers historiquement. Alors, qu'est-ce qu'il en est des résultats, puisqu'on a vu que ça compte quand on achète une action, et on a essayé quand même de mettre un peu en relation le marché américain qui a la faveur des investisseurs, et puis le marché européen qui fait plutôt l'objet de défiance, alors que nous, c'est plutôt un marché que l'on aime bien. Et vous voyez, on met en parallèle les bénéfices par action du marché européen et puis ceux du marché américain. Quand on enlève les Magnificent Seven, ces 7 méga capitalisations qui expliquent une grande part de la progression de l'indice américain ces derniers mois. Et on voit qu'on est sur des niveaux finalement assez proches. Il y a aussi des bénéfices qui sont réalisés en Europe. Ce n'est pas que les entreprises américaines qui gagnent de l'argent, les entreprises européennes sont aussi profitables, créent aussi de la richesse. Et puis, sur le graphique de droite,
on montre les attentes de résultats des sociétés européennes. Alors, vous voyez que cette année, c'est le trait noir. On finit légèrement négatif, on est vers -1. Donc, en gros, en 2025, on a fait à peu près les mêmes résultats qu'en 2024. Mais, et on retrouve quelque chose que je mentionnais tout à l'heure quand on regardait ces plans d'investissement, on attend une croissance des résultats des entreprises et donc ces plans d'investissement vont y participer de l'ordre de 12% pour l'année à venir 2026. Donc ça, c'est aussi un élément qui explique le fait qu'on aime bien les actions européennes. Donc en conclusion, rapidement, aux États-Unis, on voit une économie qui tient, avec un marché de l'emploi qui ralentit mais ne s'effondre pas, mais une croissance qui devrait ralentir sur un niveau plutôt inférieur au potentiel de croissance de l'économie américaine, plutôt vers 1,5% quand le potentiel de croissance est vers 3%. Dans la zone euro, à l'inverse, on voit plutôt une croissance accélérée entre 1 et 2%, donc ce n'est pas beaucoup supérieur à la croissance qu'on attend pour l'économie américaine, mais dans la zone euro, ça représente quand même une accélération significative par rapport à ce qu'on a connu dernièrement. Et en Chine, on pense que l'activité reste limitée par le problème de l'immobilier. On a toujours des ventes en baisse, on a toujours des prix en baisse. Et puis, un autre problème que je n'ai pas mentionné encore, mais qui est celui des surcapacités industrielles. Comme la demande des ménages était faible, comme il y a ce problème dans l'immobilier qui tirait avant la croissance chinoise, on a surinvesti dans le secteur manufacturier pour exporter, et ça s'est traduit par des surcapacités industrielles qui pèsent maintenant sur la profitabilité des entreprises chinoises. Pour les actions, du fait de ce scénario, on est relativement optimiste. Thomas détaillera ça dans quelques instants. En termes de taux d'intérêt, on pense qu'on a des taux longs, des taux obligataires qui ne sont pas loin de leur taux d'équilibre et qui sont assez cohérents avec le niveau de croissance attendu. Et du côté, donc ça c'est plutôt pour les obligations d'État, et puis du côté des obligations d'entreprise, on pense que le fait qu'on devrait continuer à avoir de la croissance en 2026 va continuer à être favorable aux émissions privées, à ce qu'on appelle le crédit. Et puis enfin, sur la partie devise, on voit plutôt une poursuite de l'affaiblissement du dollar contre l'euro. Merci Colin. Thomas, maintenant, comment vous, chez Lazard, vous avez géré cette année qui n'a pas été de tout repos? Oui, absolument. Alors, on arrive début septembre avec un monde, comme l'a dit Colin, où la croissance ralentit dans 2 sur 3 des plus gros foyers de croissance de la planète, Chine, États-Unis. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des risques exogènes, je pense à la guerre commerciale ou au contexte géopolitique, qui peuvent aggraver cette situation. Et il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que finalement, la croissance économique reste positive. Il n'y a pas d'accident macroéconomique, il n'y a pas de récession sur la planète. Et donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que pour les actions, pour les sociétés, un petit peu de croissance positive, ça permet de faire du chiffre d'affaires, ça suffit pour aller chercher de la croissance. Et on a des marges dans les entreprises qui restent à des niveaux historiquement élevés, ce qui permet de dégager des profits pour l'actionnaire. Et ces entreprises sont innovantes, elles investissent dans l'innovation, ça leur permet de continuer d'améliorer leurs opérations. Donc, on a un contexte où il y a du négatif, une croissance économique qui ralentit, du positif, un environnement qui reste porteur pour les entreprises. Le problème, c'est que tout ça, comme l'a dit Colin précédemment, c'est bien connu des marchés. C'est-à-dire qu'on a une valorisation de marché qui prend en compte ces fondamentaux avec, selon nous, à ce moment-là, un peu trop d'optimisme, avec des marchés qui sont peut-être un petit peu trop complaisants par rapport aux risques qu'on peut voir, c'est-à-dire ces sujets de guerre commerciale qui sont toujours là. À ce moment-là, vous avez le risque de shutdown qui peut arriver. Donc, c'était la fermeture du gouvernement américain. Donc, vous avez quand même des risques et des marchés qui sont au plus haut. Dans cette configuration-là, il faut être sélectif. Il faut faire attention aux géographies. Elles n'ont pas toutes la même valorisation. Et justement, bien regarder ce qui se fait en termes de valorisation par les marchés. Donc, nous, ça nous a amené tout simplement à regarder ce qui avait bien performé dans les portefeuilles, notamment les actions japonaises et les actions américaines qui avaient atteint des nouveaux plus hauts historiques avec des revalorisations de leurs multiples de valorisation. Vous savez que les investisseurs regardent beaucoup ces multiples. Eh bien, on était revenu sur des points extrêmement élevés, comme l'a évoqué Colin. Donc, on a pris un petit peu de bénéfices sur ces segments de marché-là et on les a réinvestis sur les actions européennes
qui, comme l'a exprimé Colin, ont des belles perspectives de croissance bénéficiaire l'an prochain, avec des niveaux de valorisation qui sont plus attractifs. Finalement, fin novembre, le contexte évolue un petit peu. On voit que les économies, globalement, et notamment les États-Unis, résistent un peu mieux que ce qu'on avait pu anticiper au scénario économique qui était celui d'un Donald Trump assez offensif sur la guerre commerciale, avec des données de l'emploi qui finalement résistent. Donc on a une économie américaine qui tient un petit peu mieux que prévu, avec un risque de récession qui se réduit, toujours des choses positives en Europe et une Chine un petit peu lancinante, mais sans accident. Nous, ça nous amène à avoir une approche économique un petit peu plus constructive. À ce moment-là, ce qu'on constate aussi, c'est que l'excès d'optimisme des marchés a commencé à se retourner. Donc, on commence à intégrer dans les marchés un petit peu plus de risques. On parle d'une bulle intelligence artificielle, on parle de levier dans le crédit privé. Tout ça est exacerbé par un sentiment qui devient un peu plus négatif et qui amène les marchés à se retourner. Et pour nous, on attendait justement au niveau de nos marges de manœuvre ces scénarios de repli du marché sans dégradation des fondamentaux pour venir justement être opportuniste et reconstituer un peu plus d'exposition au marché actions, c'est-à-dire remettre des actions dans les portefeuilles. Donc on l'a fait fin novembre avec une préférence cette fois-ci pour revenir un peu sur les actions américaines qui, parce qu'elles étaient plus chères, ont été un petit peu plus mises en souffrance et repondérer un peu les actions émergentes qui elles aussi ont plutôt pâti de cet événement de volatilité et qui présentent quand même des intérêts en termes de diversification de portefeuille. Et finalement, quand on regarde notre positionnement à l'approche de cette fin d'année, on a un portefeuille qui est globalement plutôt bien équilibré, c'est-à-dire qu'il a positionné aujourd'hui, quand on prend notre profil carte blanche, vous allez avoir un portefeuille qui a 50% d'actions et 50% d'obligations. On était sur l'année 2025 un petit peu plus prudent que ça jusqu'à fin novembre. On était légèrement en dessous des 50% parce qu'on avait ces scénarios qu'on a évoqués, croissance en ralentissement, risque exogène qu'il fallait prendre en compte. Voilà, on est un peu plus constructif avec 50% d'actions, 50% d'obligations et vous avez un portefeuille qui est plutôt bien diversifié géographiquement. Il est presque à 50% exposé à l'Europe parce qu'on est très positif sur l'Europe naturellement. On a remonté un petit peu les actions américaines. Vous avez 22% sur la poche internationale. Donc la poche internationale, c'est un petit peu plus de 50% maintenant dans les portefeuilles. Vous avez 22% d'actions américaines. Toujours une belle pondération sur le Japon qui reste une géographie de conviction pour de très nombreuses raisons fondamentales à 18% et des pays émergents qui représentent 12% de notre allocation en actions. Du côté de la poche obligataire, qui est quand même importante dans le portefeuille, c'est la moitié de l'allocation. On garde une préférence pour les obligations d'entreprises de qualité, parce qu'aujourd'hui, même si elles sont très bien notées, eh bien, historiquement, elles offrent des rendements assez attractifs. Donc, ça nous donne un portefeuille plutôt bien équilibré. Ce qui est très important pour l'année 2026 et la fin de l'année, ça va être de garder des marges de manœuvre, rester réactif. Il reste des risques structurels dans le marché. Rester attentif à ces risques structurels, guerre commerciale, bulle dans l'IA, faiblesse de l'emploi américain, levier peut-être dans le crédit privé, ça reste très important, surtout quand on a des valorisations qui restent quand même, mine de rien, assez élevées, avec des épisodes de volatilité, on l'a vu, qui sont possibles. Pas besoin forcément d'avoir une mauvaise nouvelle macroéconomique, il suffit que le marché se remette à stresser un petit peu parce qu'il est cher pour recréer des épisodes comme on a pu les voir. Donc, on rappelle ici très rapidement la façon dont un profil carte blanche où vous donnez mandat à un gérant diversifié et géré. C'est un profil flexible, donc vous avez des marges de manœuvre pour venir gérer votre allocation aux différentes classes d'actifs. Il est destiné aux souscripteurs qui ont une approche de long terme. Donc, vous avez un horizon d'investissement qui est au moins de 5 ans, c'est ce qu'on recommande pour nos porteurs. On a une approche équilibrée, c'est-à-dire qu'on va essayer quand même de façon stratégique d'avoir quelque chose de cohérent entre les classes d'actifs, avec la possibilité, en fonction des opportunités, de s'écarter très fortement de nos marges de manœuvre ou de la location stratégique. Location stratégique, c'est le profil typique en fait du portefeuille. Ça, on peut s'en écarter sur épisodes d'opportunités qui peuvent être liés à de la volatilité ou là parce qu'on est plus constructif ou plus prudent que le consensus. Aujourd'hui, vous avez ici un détail. Donc vous voyez, ces portefeuilles carte blanche sont plutôt bien équilibrés dans leur allocation. Vous avez ici un détail des fonds qui sont présents en portefeuille avec chaque géographie. Donc, on a effectivement remonté notre exposition fin novembre
en raison de la baisse du marché qui, selon nous, n'était pas forcément justifiée par des éléments fondamentaux. Il y avait vraiment de la peur, du sentiment négatif. On en a profité, on a baissé un peu fatalement la branche obligataire pour venir aller se repositionner un peu plus sur les actions américaines qui ont quand même des fondamentaux attractifs quand on regarde ce qui se passe sur l'investissement aux États-Unis, sur l'innovation, sur la consommation discrétionnaire, comme disait Colin, qui continue de bien tenir. Donc, ça reste quand même des vecteurs de croissance des profits intéressants. Vous avez également un petit peu moins de monétaire dans les portefeuilles. On a réduit la part des portefeuilles mixtes comme Lazare Patrimoine. On a réduit un peu notre poche obligataire, voilà, pour aller financer notre sentiment un peu plus positif sur la classe d'actifs actions. Donc, en fait, on va venir tout simplement de façon homogène, venir répliquer ce profil carte blanche équilibré sur l'ensemble des gestions. Et en fonction du profil de risque sélectionné par le client et ses conseillers, on va venir de façon homogène répliquer ce qui se passe avec, en fonction du degré de risque qu'on est autorisé à prendre par le client et ses conseillers. Voilà, maintenant, les performances que nous attendons. Le but d'une gestion flexible, ce n'est pas un fonds action, ça ne va pas être évidemment d'aller participer à 100% à la hausse du marché. Ce qu'on demande à un gérant flexible, c'est de participer raisonnablement à la hausse du marché action et venir atténuer les phases de baisse, parce que qui dit atténuation des phases de baisse dit moins de panique du côté du client et la capacité à ce moment-là d'être plus serein pour potentiellement venir repositionner des liquidités qu'il avait sur son compte cash, sur son monétaire, dans ses allocations sur actifs financiers, et ce qui permet de recréer des bons points d'entrée et de venir en fait construire ses objectifs financiers à long terme de façon positive. Donc, on voit ici qu'on a été plus prudent sur l'année 2025, c'est une vérité. On avait des raisons de l'être en raison des chocs exogènes qu'on a vus. Et malgré cela, on a des portefeuilles qui aujourd'hui arrivent à délivrer une participation raisonnable à la hausse du marché, puisque vous avez un marché action en euros mondial qui délivre 8% cette année, depuis le début de l'année, et des portefeuilles qui, en étant investis un petit peu plus prudents, bien, mine de rien, participent à 60% à la hausse de ce marché action, ce qui est on aurait aimé bien sûr être plus investi, plus agressif, parce que finalement les marchés sont allés au-delà des risques et ont bien progressé. Mais néanmoins, là, vous avez, pour un portefeuille plus prudent, une participation raisonnable à la hausse du marché action. Donc, on peut dire que le mandat, d'un point de vue de la gestion flexible, est plutôt respecté. Et on espère que 2026, ça sera une occasion de continuer sur cette bonne lancée et de l'améliorer. Donc, vous avez effectivement, depuis le début de l'année, des performances qui oscillent entre 4 et 5,2% depuis le début de l'année pour les différents profils carte blanche qui ont quand même les uns par rapport aux autres en raison de contraintes ESG, des spécificités particulières. Et ce qui permet, voilà, sur 10 ans, d'afficher des performances que vous avez donc à droite de cette présentation qui restent assez intéressantes pour l'ensemble de nos profils par rapport au profil de risque du marché, par rapport aux indices finalement de référence qu'on peut suivre sur les marchés financiers. Et maintenant, je propose que nous passions aux questions du chat. Alors, peut-être une première question. Qu'est-ce que vous recommandez en 2026 au niveau des zones géographiques? Alors, comme vous l'avez compris, notre préférence va aux actions européennes qui bénéficient de ces plans d'investissement qui devraient profiter aux entreprises européennes, aux grandes entreprises européennes, mais aussi à tout un tissu industriel d'entreprises plus petites. Et on pense que le potentiel des marchés européens est plus important que le potentiel des autres zones géographiques. Merci. Alors, on a reçu plusieurs questions sur l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur l'Inde? Tu veux t'en charger ou je m'en charge? Alors, l'Inde, c'est un grand pays. L'Inde est devenu le pays le plus peuplé du monde. Il y a un niveau de croissance important puisque l'Inde est en niveau, quand on regarde le niveau de vie, très en retard sur son grand concurrent en termes de population, la Chine. Les Indiens ont un niveau de vie très inférieur et donc le potentiel de rattrapage, le potentiel de croissance est important. L'économie indienne est quand même encore une économie très rurale. Le secteur tertiaire, le secteur manufacturier est
pas du tout comparable avec ce qu'on va trouver en Chine. Et puis, le secteur des services est également très axé sur des services avec une faible valeur ajoutée, hein, du commerce de détail, par exemple, sachant que, par ailleurs, on va trouver également en Inde de très grandes entreprises dans le secteur de l'informatique, par exemple. Les entreprises indiennes ont racheté des marques automobiles européennes, britanniques bien connues, par exemple. Mais voilà, l'économie indienne, c'est encore une économie émergente. Alors, les entreprises indiennes ont bénéficié de l'intérêt des investisseurs pour cette croissance observée et avec pour résultat des niveaux de valorisation très importants. On paye cher les entreprises indiennes et pour un marché qui est finalement relativement petit, hein, par rapport à la taille de l'Inde. Et donc voilà, c'est un marché qui peut délivrer des performances importantes, mais qui peut aussi être très volatile et risqué du fait qu'il est cher. Il y a un élément intéressant sur l'Inde en termes de volatilité, c'est que vous avez beaucoup de leviers des investisseurs individuels, des investisseurs retail qui, contrairement aux pays développés, vont aujourd'hui utiliser des applications très faciles pour accéder au marché financier et donc investir avec du levier. Ça peut se retourner dès qu'il y a une mauvaise nouvelle et c'est ce qui fait qu'on a aussi des valorisations très très élevées, même si ça reste aujourd'hui le foyer de croissance principale sur la planète, c'est 6-7% de croissance. Comme disait Colin, ce n'est pas la même chose qu'un marché européen où vous avez un panel d'investisseurs un peu plus diversifié, ce qui limite les chocs. Donc ça, il faut en être conscient quand on regarde cette géographie qui aujourd'hui est devenue presque aussi chère que certaines actions américaines. Merci. L'évolution de la notation de la France n'est-elle pas en retard à celle du spread? Alors, la France vient d'être dégradée, la note de la France a été dégradée et les agences ont l'air de dire, si on en croit leur communication, que pour l'instant, le niveau de la notation de la France est adéquat. Hein. Il n'y a plus de perspective qu'elle soit dégradée à court terme. Et on regarde on constate qu'à l'inverse, le spread est plutôt plus élevé que ce qui devrait être pour ce niveau de valorisation. Donc, le spread a peut-être pris un peu d'avance en s'élargissant et devrait peut-être se normaliser. Donc, voilà ce qu'on essayait de montrer entre le niveau de la notation française et puis le niveau de spread. On pense qu'il y a peut-être un peu encore trop de stress vis-à-vis de la notation française. Merci. Au regard des valorisations élevées, pourquoi se renforcer en action précisément ces derniers mois, notamment US? Tu veux répondre sur le dernier mouvement? En fait, il y a deux façons de voir finalement les valorisations pour le marché action. Vous avez une façon qui est fondamentale, c'est-à-dire que je vais regarder les attentes de résultats. Je regarde le chiffre d'affaires, je regarde combien de chiffre d'affaires je convertis dans les profits, et puis je regarde la croissance bénéficiaire et je valorise mes sociétés comme ça. On regarde ces paramètres, c'est vrai que le marché est très cher. Donc ça a été un paramètre qui nous a amené à être prudents. Et en même temps, on avait ce que j'ai évoqué, c'était des primes de risque. Ce sont des indicateurs qu'on regarde et qui nous permettent de mesurer si le marché est peut-être dans son positionnement trop agressif par rapport, trop complaisant par rapport au risque et justement à ces valorisations-là. Et vous pouvez avoir parfois des valorisations assez chères qui font qu'un investisseur purement fondamental va se dire le marché est trop cher, je ne peux pas acheter ces actions-là. Et par contre, des niveaux de prime de risque par des indicateurs alternatifs qu'on peut mesurer qui vont vous envoyer une donnée un petit peu plus constructive. Par exemple, dans la baisse du mois de novembre, ce qu'on a vu, et on regarde de plus en plus ces éléments-là, et c'est de plus en plus important pour le marché, c'est que le flux et le positionnement des investisseurs a été très rapidement très négatif, à un point extrêmement négatif sur les valeurs américaines.
On a vu ce qu'on regarde, nous, des indices de positionnement qui agrègent en fait la façon dont tous les investisseurs se positionnent sur les marchés financiers, notamment sur les actions. Ces indicateurs-là sont allés à des niveaux de crise. C'est-à-dire que vers la deuxième moitié du mois de novembre, pour le marché, en regardant ça, il y avait une crise systémique qui venait de ce qu'on a pu voir sur les banques régionales, des peurs sur le crédit de levier et surtout du sentiment qui devenait négatif. Donc là, vous pouvez avoir des éléments qui viennent vous aider à parfois dire oui, le marché est cher d'un point de vue fondamental, mais par contre, on peut encore avoir une perspective de gain sur le marché action parce qu'il y a des paramètres techniques alternatifs qui sont plus constructifs. Et également, on a eu de toute façon une approche un petit peu plus positive sur la macroéconomie quand on a vu le risque de récession qui s'éloignait. Et ça, étant donné que chez Lazard Frères Gestion, on est quand même des gérants qui regardent énormément les paramètres économiques, quand on commence à se dire le risque de récession se réduit, fatalement, on va avoir une vue plus constructive sur les actifs risqués. Néanmoins, on est revenu à un positionnement plutôt neutre. On n'est pas agressif sur le marché action, on est plutôt équilibré. Donc, c'est quand même un positionnement qui reste, on va dire, relativement prudent finalement par rapport au positionnement actuel des marchés. Merci. À part l'Inde, quel autre pays émergent vous semble intéressant? Alors, quand on investit sur les pays émergents, on utilise des fonds globaux, donc des fonds qui sont exposés aux différentes zones émergentes, et on laisse aux gestionnaires de ces fonds le choix de constituer le portefeuille et par là même de choisir sa répartition géographique. Quand on regarde le monde émergent, les gros poids, ce sont quand même la Chine et ses voisins. Donc, on va retrouver des sociétés chinoises, on va retrouver des sociétés taïwanaises, on va retrouver des sociétés coréennes. Et voilà, ce n'est pas très surprenant puisque c'est dans cette zone qu'on a un ratio entre de la croissance, de la profitabilité des entreprises et un risque de stabilité géopolitique intéressant. Ensuite, on a la situation qui s'est bien améliorée au Brésil, où on a eu beaucoup de volatilité et maintenant une situation un peu meilleure, une devise qui s'est repris, un contexte politique plus stable. Et puis, à contrario, on a des pays émergents qui ont un peu disparu de la carte. La Russie n'est plus un pays investissable, on comprend bien pourquoi. En Amérique latine, on a beaucoup de volatilité également quand on pense à ce qui se passe en Argentine. Donc, un investissement dans les pays émergents, c'est quand même un investissement en Asie du Nord. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de questions, donc je vais essayer d'en fusionner deux en une. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur l'évolution du dollar à venir et idem pour l'or, s'il vous plaît? Je vais laisser Thomas s'en charger. C'est un bon regroupement parce que les deux sont très liés. Parce que finalement, l'or va être plutôt acheté quand on a des doutes sur la valeur du dollar. Donc, ce qui détermine, selon nous, la valeur du dollar, à long terme, ça va être la parité de pouvoir d'achat. C'est un élément de long terme qui vous donne une tendance. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a quand même la compréhension que l'euro reste sous-valorisé par rapport au dollar. Et après, de façon plus court terme, toujours fondamentale, on va avoir deux choses qui vont être importantes. On a l'inflation, si je devais classer par ordre chronologique, parité de pouvoir d'achat, inflation, et puis après les différences entre les taux d'intérêt des pays. Quand on regarde l'évolution des devises depuis 1870, il y a une devise, une seule au monde, qui a progressé face au dollar. C'est le franc suisse. Parce qu'on avait moins d'inflation structurellement en Suisse. Donc, avec la parité de pouvoir d'achat, parce que finalement, le pouvoir d'achat, ça dépend de l'inflation, on voit que l'inflation est un sujet de long terme. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a une vue un petit peu plus positive ou négative sur l'inflation par rapport au reste du monde aux États-Unis? C'est vrai qu'on a quand même des sujets de droits de douane qui limitent le potentiel baissier de l'inflation.
On a des sujets de marché de l'emploi qui peut être un peu plus tendu à cause des politiques migratoires menées par Donald Trump. Donc, vous avez un risque d'inflation qui peut rester un petit peu plus prégnant aux États-Unis que dans le reste du monde. Donc ça, c'est un paramètre qui, à moyen terme, peut être néfaste pour le dollar. Et puis après, vous avez le différentiel de taux d'intérêt. Donc, théoriquement, une monnaie, en tout cas à court terme, qui va vous donner un peu plus de rendement, est censée attirer les capitaux. Ce qu'on voit, c'est qu'en zone dollar, aujourd'hui, on a un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, qui globalement, par rapport au reste du monde, est un petit peu trop élevé et potentiellement est amené par une Fed, comme l'a expliqué Colin, un peu plus encline à baisser ses taux à l'avenir, un taux réel qui est amené à baisser. Donc ça reste sur tous les métriques quand même des éléments qui nous amènent à nous dire prudence sur le dollar. Mais on voit que le dollar, dans les phases de stress, est quand même regardé par les investisseurs pour protéger leur portefeuille. En fait, le dollar est une devise qui va monter quand vous avez une surperformance de la croissance américaine par rapport au reste du monde. Au contraire, quand vous avez une sous-performance ou une performance plutôt en ligne, vous allez avoir un dollar qui va être plus faible. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vrai, à 1,5% de croissance, alors que le monde croît à 3, l'Europe croît à 1, voire un peu plus en 2026, vous avez une différence entre la croissance américaine et la croissance du reste du monde qui est pas très élevée. Finalement, donc ça explique la faiblesse du dollar, et pour nous, ça peut continuer. Donc, on en arrive au sujet de l'or. L'or, effectivement, a toujours historiquement bénéficié des taux d'intérêt réels qui baissent. Cette relation s'est un petit peu atténuée avec la crise de 2022, donc l'agression par la Russie de l'Ukraine, où on a vu un mouvement où, malgré la hausse des taux réels par la remontée des taux des différentes banques centrales, on a eu une forte progression de l'or, car en raison des sanctions économiques et de freeze des actifs russes, les banques centrales, notamment émergentes, ont compris que leurs avoirs en dollars n'étaient plus de leur ressort. On en revient à ces fameuses discussions sur les crypto-monnaies où on diversifie, on se met un petit peu hors système. Les banques centrales ont reconstitué dans les pays émergents, ont racheté de l'or massivement pour avoir une monnaie d'échange entre elles, parce que l'or est la devise des banques centrales, pour avoir une monnaie d'échange entre elles qui ne soit pas saisissable par le Trésor américain, par le département de la justice américain. Et ces achats ont été massifs. On parle de la banque indienne, la banque centrale chinoise, des tas de banques émergentes qui en fait ont acheté des montants colossaux d'or. Historiquement, voilà, dans le monde, on produit à peu près 3500 tonnes d'or par an. C'est à peu près ce qu'on produit, ça n'a jamais vraiment beaucoup augmenté, c'est pas si facile que ça d'en sortir. Et vous avez des achats d'or qui dépassent largement ces montants-là, donc ça fatalement, ça fait monter les prix énormément. Et à côté de ça, vous avez en plus la cohorte d'investisseurs qui, eux, raisonnent en termes financiers, en taux réel, qui viennent accompagner tout ça. Donc effectivement, nous, notre vision, c'est que l'or, au-delà de 3 400 $, il y a une accélération sur l'année qui s'est complètement découplé des tendances d'achat de banque centrale et de mouvements sur les taux. Donc, nous, on considère que cette accélération, elle n'est pas saine, elle est trop rapide, et que c'est une zone potentiellement où, avec notre approche prudente, où il faut savoir que l'or est difficile à valoriser parce que c'est l'équivalent d'une monnaie alternative. On a tendance à dire prudence, 4 300 $, 4 200 $, c'est quand même des niveaux extrêmes. Voilà. Mais c'est vrai que si vous avez cette trajectoire de taux réel, de rémunération de l'argent qui baisse, avec de l'inflation qui reste persistante, il y a fort à parier que malheureusement, les points d'entrée qu'on aimerait avoir ne se présentent jamais à nous. Voilà où la conclusion qu'on peut avoir sur ces deux actifs. Merci beaucoup. Alors, on vous pose une dernière question. J'aimerais juste préciser qu'on a reçu beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à tout le monde ce soir, mais vous serez recontacté par un conseiller financier diplômé qui vous répondra. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre positionnement sur l'intelligence artificielle ? Tu veux dire deux mots ? Oui, écoutez, on a des portefeuilles qui sont… Est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur la slide
si jamais c'est possible. On a des portefeuilles en valeur américaine qui détiennent un secteur de l'innovation, c'est quand même immanquable aujourd'hui dans une allocation action diversifiée. Donc, effectivement, on a les leaders de ces segments dans nos portefeuilles, dans les poches américaines. C'est vrai que vous allez avoir du mal à trouver l'équivalent en Europe. Vous avez quelques valeurs comme SAP qui ont récemment corrigé et qui ont certainement fait l'objet. Je pense que c'est un petit peu plus loin dans le portefeuille de carte blanche, par exemple. Aujourd'hui, le secteur de l'IA en Europe est un secteur qui est assez peu présent sur le segment coté. On a quelques sociétés importantes. Voilà. Donc là, donc, typiquement, ici, dans Lazard Action américaine, Arkea, Indici US, vous allez avoir quand même un point important des valeurs technologiques qui sont des bénéficiaires de l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'en Europe, fatalement, vous allez avoir moins de sensibilité à cette thématique-là, qui est devenue quand même très, très chère, et on a vu quelle volatilité on pouvait avoir. Par contre, on commence à avoir des sociétés européennes, petit à petit, dans les fonds, dans les indices, qui commencent à incorporer davantage ces outils, à déployer du CAPEX, donc de l'investissement sur l'intelligence artificielle. Donc, on a une exposition aujourd'hui qui n'est pas évidente à quantifier à l'instant T sur la partie purement IA, mais qui est quand même assez dominante dans l'innovation pour tout ce qui est action américaine dans nos portefeuilles. On reste convaincu que la technologie de l'intelligence artificielle va amener des solutions. On ne va pas dire que ça va rendre le monde meilleur, mais il y a énormément d'applications dans la robotique. Tout le sujet, c'est toujours pareil, c'est quels sont les espoirs et les rêves et combien vous les valorisez. Et donc, voilà, nous, on a une approche toujours par valorisation et on attend les opportunités pour renforcer parfois ces thématiques. En fait, ce qu'on voit finalement, c'est que les marchés sont très prompts à incorporer une disruption. C'est-à-dire qu'ils vont très vite pour dire cette industrie est en train de mourir et celle-là va prendre le relais et détruire les entreprises qui existent. Ils vont très, très vite à faire ça. En réalité, historiquement, les marchés sont toujours revenus un peu sur ces schémas-là parce que les sociétés ont une capacité à survivre et à montrer que finalement, les anciennes industries savent s'adapter. Et ça, c'est ces fameux moments de rotation. Vous avez certainement entendu parler de ça. Vous allez avoir parfois des valeurs de croissance qui vont se retourner, des valeurs value moins chères qui vont prendre le relais. Et c'est quand les marchés réalisent que la disruption ne va pas toujours aussi vite que là, vous recréez les opportunités pour retourner sur ces valeurs innovantes. Donc voilà, on a une approche plutôt flexible, active et assez prudente sur ces sujets. Merci beaucoup, Maxime, je te laisse conclure. Oui, merci à tous pour ces questions. Je remercie également Colin Favre et Thomas Planel, tous deux économistes allocataires chez Lazard Frères Gestion pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller à Alta Profit ou à nous écrire. Le webinaire sera en replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite donc tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.